Ayant été et étant encore dans la société active par mon métier social, ayant élevé des enfants, enfin comme monsieur, même tout le monde, ou presque, j'ai pu constater qu'aujourd'hui on a une technologie de plus en plus avancée, basée beaucoup sur la virtualité. Les gens ont de moins en moins conscience des lois de base du vivant sur notre Terre. Par exemple, la force de gravité. C'est très important pour apprendre à se placer, à marcher, être debout, en équilibre, se déplacer, etc. Et puis ça donne une filiation avec quelque chose, une racine, même si on n'est pas des arbres et que nous bougeons. Les notions d'impermanence, les notions d'interdépendance. À nos amis, les arbres nous offrent l'oxygène et nous lui offrons le gaz carbonique pour qu'il fasse de la matière. C'est essentiel pour que les gens retrouvent le sens du vivant, l'interaction, l'interagissement entre les êtres. Rien n'est séparé de rien. Aujourd'hui, les gens ont développé un tel individualisme qu'ils sont déracinés, ils sont hors sol dans tout. Ils peuvent faire des applications, des internets, etc. Mais s'ils ne savent pas marcher, s'ils ne savent pas respirer, s'ils n'ont pas compris ce que c'était que l'impermanence, l'interdépendance, ils vont inventer des trucs de fous. Et ils vont oublier tous nos autres amis qui sont vivants, comme nous, qui vivent avec nous. C'est un drôle de virage de l'humanité. À quoi ça sert? Alors j'ai donné des grandes pistes d'évolution de l'humanité parce que notre évolution elle n'est pas terminée pour personne et c'est peut-être pas sur Mars qu'on va l'avoir. On doit d'abord l'avoir sur Terre et continuer d'évoluer, faire évoluer notre humanité, faire évoluer nos consciences, nos actes, enfin, etc. Et là on a un énorme travail à faire. Et donc tous les outils, j'appelle ça des outils, vous voyez, j'appelle pas ça vraiment un enseignement. Tous les outils et le savoir-faire, le savoir-être en découle, le savoir devenir aussi derrière. Et ces outils, eh bien, si ça sert dans la vie quotidienne, c'est utile. Je rentre de la salle du silence, on a pratiqué dans la salle du silence, mais on pratique aussi ici, assis. On pratique quand on travaille, on pratique quand on élève des enfants, on pratique quand on se promène. Partout, avec des vêtements différents. On pratique quand on nage, auquel cas on n'a plus qu'un maillot de bain, ou si on est naturiste, on nage tout nu. Donc c'est nécessaire à mes yeux que ça serve à quelque chose, vraiment. Alors les enseignements sont bien concentrés sur leur utilité, pas simplement dans l'évolution de la personne, qu'on pourrait appeler spiritualité concrète, pas spiritualité imaginative ou croyance, rien de tout ça. Alors c'est une des grandes particularités des enseignements ici. On ne sépare pas la vie quotidienne, qu'on soit en train de faire caca ou pipi, de la merveilleuse expérimentation de la position assise de l'éveil, que j'appelle Vexido. C'est inséparable.
On ne peut rien séparer de rien. Seulement l'illusion des êtres humains sépare les choses. Mais rien n'est séparable. Tout est relié. Tout est en interdépendance. Voilà, donc ça sert à quelque chose. Donc mon nom de naissance et ma filiation familiale, qui est un mélange de fin de la terre et de centre de la France, c'est Lazennec, c'est le nom qui veut dire gardien des ânes. Le premier, c'est moi. et mon prénom, c'est Daniel. Mon nom d'ordination de moine zen Soto, c'est Montagne de paix. Et mon nom de bodhisattva, c'est Loyauté éternelle. En espéranto, Montagne de paix, c'est Monto de Pazzo. Voilà. Et mon rôle, j'accompagne comme je peux, quand les gens le souhaitent, à leur rythme, pour qu'ils perdent le moins de temps possible dans leur évolution, parce que ça, c'est la montre. Et on n'a pas le temps. La Terre tourne très très vite. Le système solaire tourne très très vite. La galaxie tourne très très vite. Tout va très très vite. On n'a pas de temps à perdre. Donc en fait, c'est un rôle d'accompagnant. Tout simplement. Parfait. Merci beaucoup. Alors on est au XXIe siècle. Et en quoi importerait le fait de pratiquer une voie comme le bouddhisme Vekkijo Zen? Je me suis posé la question, je l'ai rencontré, j'ai essayé, et je me suis rendu compte que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais fait appliquer tout ce qu'on m'avait demandé, pourquoi on m'avait éduquée, il me semble, quelque chose de classique, de me marier, avoir des enfants, un travail, et une maison, et une voiture, etc. Et en fait, je ne comprenais pas le sens de tout ça. Et j'ai changé beaucoup de choses. Je cherchais. J'avais envie de participer à des retraites zen, tout simplement. C'était quelque chose que j'avais en tête. Et en fait, retraite après retraite, séance après séance, j'ai senti que ça m'apportait tout simplement à me rendre compte que j'avais à apprendre à être sur Terre et à profiter du moment, apprendre à me connaître, apprendre à comprendre que je suis en relation avec tout ce qui se passe autour de moi, tout mon environnement, et que c'était simplement ça la vie. Alors c'est facile à dire quand on dit simplement, c'est beaucoup d'éducation, une éducation tout à fait différente. Pas du tout ce que j'avais appris, il me semble, de ce que j'ai retenu, de ce que mes parents m'ont amené ou de ce que j'ai pu rencontrer. Donc j'ai découvert plein de choses. Et voilà, je crois que j'apprends à apprécier ce que je suis, ce que j'ai. Je comprends que ce que je suis, ce sont des mémoires que j'ai en moi, et que je nourris avec ce que j'apprends. Donc il est très important que j'apprenne des choses qui me permettent de me sentir bien dans la vie et qui me permettent de ce fait de comprendre que tout autour de moi, il y a également des gens qui ne vont pas bien ou qui vont bien. Certains vont pouvoir m'apporter quelque chose. Ceux qui ne vont pas bien, peut-être que maintenant, moi je peux les aider parce qu'ils me semblent avoir compris certaines choses. Voilà, en fait, je comprenais pas qu'est-ce que j'avais à faire dans ma vie. Je ne saisissais pas. Aucun élan, pas de passion pour quelque chose. Voilà. Donc maintenant, j'essaie de m'intéresser à la vie, tout simplement. À l'époque de mon adolescence, je me posais pas mal de questions. Et à cette époque-là, j'ai eu l'occasion de faire un voyage dans le nord de l'Inde avec mon père, ma sœur et l'ami de mon père. Et c'est à cette période-là aussi que j'ai découvert ce qu'était le bouddhisme et l'hindouisme, que je ne connaissais pas tellement avant. J'ai lu aussi à cette même période
un livre qui s'appelle Siddhartha, écrit par Hermann Hesse, et qui sont des choses qui m'ont profondément marqué, parlé, appelé, et en même temps, ce que j'entendais parler du yoga, des techniques de méditation, de la position assise de Bouddha. Je ne connaissais pas beaucoup ça et j'ai commencé à mieux comprendre de quoi on parlait à cette époque-là. En même temps, j'étais un petit peu jeune à cette période-là de ma vie et j'étais pas encore prêt, je pense, à vivre les expériences que j'ai vécues après. Mais c'est quelque chose qui m'appelait dans un coin de ma tête. Peut-être aussi, je n'ai pas trouvé à cette époque-là un contexte où les personnes qui m'ont appelé, vraiment, dans les circonstances. Et puis, les années sont passées, j'ai évolué, j'ai vécu d'autres expériences. Mais il y avait quelque chose au fond de moi, quelque part, qui attendait quelque chose dans ces domaines-là. Et un jour, une amie, je savais qu'elle partait en retraite parfois pour pratiquer. Et un jour, je l'ai au téléphone, on discute et dit là, ce week-end, on part en retraite zen. Et c'était une période de ma vie, je sortais d'une longue période assez difficile et c'était le temps que je redémarre dans autre chose. Et je lui ai dit, vous partez ce week-end, est-ce qu'il y a une place dans la voiture pour moi? Elle a appelé Monto dei Pazzo qui dirigeait cette retraite pour poser la question si je pouvais venir. La réponse a été oui et je suis monté dans la voiture et je suis parti avec eux. Sans vraiment savoir ce qui m'attendait et en même temps ouvert à vivre une expérience. Et bon, on a encore échangé un peu pendant le trajet et là, boum, je me retrouve en retraite. On se lève tôt le matin, je n'avais pas encore rencontré Monto dei Pazzo. Et on se retrouve dans la salle du silence à pratiquer. Monto dei Pazzo entre derrière mon dos puisqu'on pratique face au mur. Et j'ai vécu une retraite zen à ce moment-là. Et ça a été un gros bouleversement pour moi. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un et dans une situation avec une totale cohérence entre le discours, les gestes, les attitudes, le comportement. Un enseignement profond, vrai, authentique. Et voilà, j'ai su que je venais de rencontrer l'enseignement et voilà comment ça a commencé. Je suis ressorti bouleversé de cette retraite, comme si j'avais pris une claque monumentale, mais une claque qui m'a reposé sur mes pieds, quoi. Qui m'a permis de poser mes pieds sur le sol et de me lever et de redémarrer dans ma vie. Voilà. Comme si c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, que je ne m'attendais pas à rencontrer à ce moment-là, et voilà comment ça a commencé. C'est tout un travail sur l'attention, d'apprendre à être concentré sur ce qu'on fait simplement, c'est énorme en fait. Moi j'ai réalisé que je pouvais passer des grands moments sans du tout être présente dans ce que je fais. Quoi que je sois en train de faire, si je suis pas attentive, je peux oublier que je l'ai fait. Alors que si je suis pleinement présente, je me souviens de ce que j'ai fait. Et en fait, on gagne un temps fou en étant présent. Donc venir régulièrement, ça permet à chaque fois de réactualiser, de réentendre des choses qu'on n'avait pas forcément comprises. C'est un travail de longue haleine en fait. Vous pratiquez le bouddhisme Vekkijo Zen et à notre époque, ça rime à quoi? Ce genre de pratique qui ressemble à des religions? À notre époque, où tout va très vite, où la technologie avance à grands pas, où l'être humain possède en lui une somme de connaissances phénoménales, est capable d'expliquer beaucoup de processus.
il reste cependant une dimension à réaliser pour lui. C'est celle de réaliser sa vraie nature. La réponse, selon moi, elle n'est pas uniquement dans l'évolution technologique, elle n'est pas dans l'avoir, elle n'est pas non plus dans le savoir, elle est avant tout dans le fait de développer la dimension d'être, sans évidemment nier les deux notions précédentes, mais en complémentarité de ces deux notions. Dans notre société aujourd'hui, cette pleine dimension, elle est pour moi importante à réaliser, parce que plus que jamais, les êtres humains ont besoin de se retrouver, de retrouver leur place dans la dynamique du vivant, parce que ils en sont plus que jamais éloignés. Le constat de guerre, de conflits multiples, d'une société qui a du mal à trouver de véritables repères, d'un monde où les inégalités se multiplient, tout ce constat d'un climat qui se dégrade et qui remet en question la vie même de notre espèce humaine, tout ce constat fait que finalement nous nous éloignons de ce qui doit être l'essentiel de notre vie, à savoir découvrir ce que nous sommes vraiment dans ce vivant, le réaliser pleinement et trouver finalement notre véritable place dans toute symphonie du vivant qui devrait être une harmonie. Alors, pourquoi une spiritualité ? D'abord, le Zen Dekijo, c'est quelque chose de concret. C'est l'expérimentation d'une position, de son vécu, de ses effets, par des processus d'attention, d'observation, de mise en acte et de mise en œuvre de comportements en accord avec cette dimension que l'on qualifie de verticale, mais qui en fait est le reflet d'un état d'être où nous pouvons nous observer, nous étudier de manière tout à fait empirique. Je veux dire par là, par de l'expérimentation concrète dans diverses situations que nous avons à vivre durant des moments d'entraînement que sont les retraites et qui nous permettent d'appréhender une autre manière de vivre chaque instant de notre quotidien en mettant en œuvre et en nous entraînant à nous positionner, à avoir des attitudes et des comportements que je qualifierais de cohérents. En 1991 se sont produites les expériences du Nirvana, puis une quinzaine de jours après, en faisant la vaisselle, celle du Satori, et en suivant, il m'a semblé nécessaire de créer les conditions environnementales
pour permettre aux gens de ne pas perdre de temps afin que se dévoilent ces capacités que tout un chacun possède. Voilà, c'était la recherche de ça. Il y a déjà eu un lieu qui s'appelait le Temple de la Paix Infinie, qui a été utile pendant une vingtaine d'années, puis qui a été fermé. Et ensuite, eh bien, 20 ans se passent, c'est presque un quart de siècle. C'était nécessaire de trouver un lieu là complètement calme, c'était pas tout à fait le cas, avec extrêmement de pollution, donc sonore, mais pas que sonore, un peu d'altitude, en retrait un peu, pour que les gens qui aujourd'hui ont des vies très soutenues, que j'ai vécues, donc je connais tout ça, puissent un jour, une semaine, un mois, 3 mois, bénéficier de toutes ces installations et des enseignements pour que se dévoile ce qui dort dans chacun de nous.